les aspects peut-être qu'on n'a pas pu développer dans le détail. Alors, on va inverser un peu. J'espère que je ne vais pas vous prendre beaucoup. Donc, je vais passer la parole maintenant au professeur Abdou Wahab Ndiaye. La propriété foncière privée, un risque, c'est-à-dire, est-il, peut-on parler de risque? C'est bon. Vous avez la parole. Merci, monsieur le professeur Barthel Lefal. Monsieur le professeur, tout d'abord, permettez-moi de remercier le Crédila pour l'activité de ce matin. Je m'excuse aussi parce que j'ai dû demander une faveur au directeur du Crédila, car j'ai une urgence à 12h30, après je vais revenir. Donc je m'en excuse profondément. J'ai à communiquer sur la propriété foncière privée, un risque. Au pays du système du livre foncier, une personne devient propriétaire à compter de l'inscription de son droit au niveau du livre foncier. Tant que le droit n'est pas inscrit au niveau du livre foncier, la personne n'a pas de droit réel immobilier. Une fois que l'inscription est effectuée, la personne conserve son droit tant que dure l'inscription. Ce qui alors fait cohabiter chez nous des personnes qui ont des droits de propriété et d'autres qui n'en ont pas, au sens juridique du terme. Le droit obtenu, c'est-à-dire le droit inscrit, qui est obtenu et qui va durer tout le temps que dure l'inscription, est un droit de propriété qui, analysé par rapport au propriétaire, est suffisamment protégé. Ce sont les articles 8 et 15 de la Constitution du Sénégal. L'article 8 en parle, l'énonce. L'article 15 va dans le fond, jusqu'à préciser que les hommes et les femmes ont le droit d'accéder à la propriété de la terre. Donc l'article 15 de la Constitution du Sénégal va jusqu'à même préciser la nécessité pour les hommes, mais aussi pour les femmes, d'avoir accès à la terre, à la propriété de la terre. L'article va plus loin en parlant de possession et de propriété, mais bon, la possession n'étant pas le débat. L'article 15 précise aussi que ce droit qui est obtenu à la suite de l'inscription au livre foncier, on ne peut y porter atteinte qu'en cas de nécessité publique légalement constatée, pas simplement de nécessité publique, mais de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité. Donc il faut qu'il y ait une nécessité publique, il faut qu'il y ait au préalable aussi une indemnisation. Et comme pour répondre à la Constitution, la loi de 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique place le juge au cœur de la protection du droit de propriété, surtout par rapport à l'expropriation, par rapport à l'indemnisation. Au-delà de ça, le droit sénégalais encadre, aussi bien dans le Code général des impôts que dans le Code de l'urbanisme, le droit sénégalais encadre la préemption au profit de l'État. Monsieur, dame, indéniablement alors, analyser à l'aune du propriétaire, la propriété foncière privée, sa sacralité est marquée par la protection du propriétaire. Mais ça, c'est par rapport au propriétaire. Analyser à l'aune de la société, par contre, la propriété foncière privée est un risque. Donc, par rapport au propriétaire, indéniablement, il y a une protection. Mais à l'aune de la société, il nous semble que la propriété foncière privée soit un risque. Le système individualiste semble en être la justification. La propriété foncière privée nous semble être un risque présent, mais aussi un risque futur. La propriété foncière privée, un risque présent. Vous constaterez avec nous alors qu'en cela que nous la pensons comme étant un risque, on a essayé de l'appréhender par rapport à l'actualité, le présent, aujourd'hui, mais aussi par rapport au futur. La propriété foncière privée, un risque présent. C'est un risque présent, pourquoi? Parce que tout simplement, il nous semble que la propriété foncière privée, à l'aune des intérêts de la société, interpelle la sécurité, mais aussi la paix sociale.
La propriété foncière privée, un risque pour la sécurité. La propriété foncière privée, un risque pour la paix sociale. La propriété foncière privée, un risque pour la société, pour la sécurité. Par rapport à la sécurité, une question. Notre collègue en a parlé tout à l'heure. Le modérateur est revenu sur ça. Qui achète au Sénégal? Qui peut devenir propriétaire au Sénégal? Tout le monde. Quand je dis tout le monde, ça veut dire que la nationalité n'est pas un critère pour être propriétaire au Sénégal. L'argent aussi ne semble pas avoir d'odeur pour être propriétaire au Sénégal. Il n'y a pas de critère de nationalité, il n'y a pas de critère par rapport à l'avoir pour pouvoir être propriétaire au Sénégal. Pourquoi ça nous interpelle? J'aimerais, messieurs, dames, vous lire, si le temps nous le permet, effectivement, monsieur le modérateur, une loi sénégalaise de 1977. La loi de 1977 soumettant à l'autorisation préalable certaines transactions immobilières. Dans son exposé des motifs, cette loi soumettait à autorisation préalable toute transaction immobilière supérieure ou égale à 10 millions de francs CFA. Donc quand vous achetez une maison ou bien quand vous vendez une maison, lorsque le montant de la transaction est supérieur ou égal à 10 millions, il fallait demander une autorisation préalable à l'État par le truchement de la DGID. Pour justifier cela, la loi nous dit la région du Cap-Vert, Dakar en particulier, a été la cible de la plupart des capitaux sauvages qui se sont investis dans le secteur commercial, occasionnant en peu de temps une aggravation du prix des immeubles à usage d'habitation et de commerce et entraînant de surcroît des congés systématiques suivis d'expulsions de nationaux de leur habitation et de leur travail. Il s'agit là de phénomènes cycliques qui peuvent compromettre dangereusement la situation économique du pays et qui facilitent la tendance à la hausse des prix. Nous sommes en 1977. On se disait alors qu'il nous fallait lutter contre les capitaux sauvages, avec les conséquences dommageables qui pouvaient en découler. 1977. Paradoxalement, 2013. En 2013, le législateur sénégalais revient sur la loi de 1977. Parce que, paraît-il, les exigences d'une économie moderne, caractérisée par la nécessité de rendre notre pays attractif aux investissements extérieurs, militent suffisamment en faveur de l'amélioration de l'environnement des affaires et de la compétitivité. La loi de 2013 continue. En effet, au regard du rapport Doing Business, la suppression de l'autorisation de transactions permettra de réduire le nombre de procédures et les délais sur l'indicateur transfert de propriété sur lequel le Sénégal est classé 173e sur 185 pays dans le précédent rapport Doing Business. Le présent projet de loi qui institue une déclaration préalable permettra à notre pays de gagner au moins 45 jours sur les délais de transfert de propriété. De quoi s'agit-il? D'une autorisation préalable exigée par la loi de 1977. En 2013, on abroge la loi de 1977 pour que désormais on assiste à une déclaration préalable. Parce que paraît-il, les rapports Doing Business nous sont épinglés. Parce que paraît-il, les investisseurs étrangers respectent du fait d'une lenteur nécessitée par une autorisation préalable qui était justifiée par cette volonté étatique de préserver et d'encadrer l'argent qui était investi dans l'immobilier. Et on a ainsi alors abrogé la loi de 1977. Le paradoxe qui interpelle la sécurité, l'économique, le social, un pays, le Sénégal, qui a créé l'OFNAC, qui a créé la CENTIF, qui parle de blanchiment de capitaux, aujourd'hui fait de l'immobilier un terreau fertile pour le blanchiment de capitaux. Et pour le blanchiment de capitaux, mais au-delà de ça, les motifs que la loi avait cités, l'inflation que nous connaissons aujourd'hui en matière immobilière par rapport au prix du mètre carré. Chers collègues qui nous viennent d'Espagne, vous êtes dans un quartier où le prix du mètre carré est à 1 200 000 francs CFA. Le quartier où vous êtes présentement, le prix du mètre carré actuellement est à 1 200 000 francs CFA. Ça nous pose alors un problème. Qui achète? Donc, au-delà maintenant de la sécurité, pour qu'on gagne du temps, il nous a semblé aussi que la propriété foncière privée est un risque pour la paix sociale au Sénégal. C'est un risque pour la paix sociale pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, ça favorise des propriétaires illégitimes
mais aussi un enrichissement sans cause. Des propriétaires illégitimes. À l'entame de mes propos, j'ai eu à dire qu'au Sénégal, on ne devient propriétaire que si notre droit a été inscrit au livre foncier. Parce qu'il y a un préalable. Le préalable, c'est l'immatriculation. Parce qu'on a une réserve foncière qui est le domaine national. Qui peut immatriculer l'État? Pourquoi l'État seul a la possibilité d'immatriculer? Je ne sais pas s'il y a des publicistes dans la salle, parce que la ligne de démarcation entre le droit public et le droit privé, c'est l'intérêt qui est en jeu. On a pensé alors qu'il était le dernier garant de l'intérêt général dans un pays, raison pour laquelle cette réserve foncière qui a représenté 94-95% de nos terres en 1964, aujourd'hui moins de 70%, on l'a confié à l'État. Il est la seule personne habilitée à pouvoir faire sortir une terre du domaine national et à l'intégrer dans le commerce juridique par le truchement de l'immatriculation. Mais dans les faits, on assiste à quoi? Dans les faits, on assiste à un État qui va trouver des populations, malgré la nécessité des enquêtes commodo in commodo, on va trouver un État qui va trouver des populations, utiliser une terre, l'État va immatriculer cette terre pour donner ça à une personne. Du pluriel, l'État nous invite vers le singulier au détriment de toute une population. Les affaires récentes du Sénégal, Ndengler par-ci, Tivaouane Peulh par-là, c'est partout au Sénégal en réalité. Tout le Sénégal souffre de ce problème-là. L'État immatricule, intègre la terre dans son domaine privé. La loi lui dit, pour pouvoir vendre cette terre qui est dans ton domaine privé, toujours dans le souci de protection, de préservation de la terre, il te faut une autorisation de l'Assemblée nationale. J'ai récemment demandé, le monsieur de Ndengler, il a eu plus de 225 hectares de droits de propriété, parce qu'après lui avoir donné un bail, on a transformé en droit de propriété. Personnellement, je cherche jusqu'à aujourd'hui son droit, l'autorisation de l'Assemblée nationale. En d'autres termes, la loi ayant autorisé que l'État lui vende ces terres-là. On assiste alors à des propriétaires illégitimes. Légalement, ils sont propriétaires, mais aux yeux de la population, ils sont illégitimes. Mais pire que ça, il y a de l'enrichissement, c'est le socle d'un enrichissement sans cause. Pourquoi? Nous tous, nous le savons. L'État accorde des hectares de terre à une personne en bail, en violant l'esprit du Code du domaine de l'État. Le bail amphithéotique dans l'esprit du Code du domaine de l'État ne doit pas servir à usage d'habitation. Mais l'État accorde à des personnes des hectares de terre en bail. L'État te l'accorde le matin, tu le morcelles l'après-midi, tu le vends le soir. Le matin, tu étais peut-être millionnaire, peut-être, parce que tu pouvais même ne rien avoir le matin. Mais le soir, tu deviens milliardaire. Parce que tout simplement, l'État t'a donné des hectares de terre en bail que tu as morcelés, que tu as vendus le soir. Après les avoir vendus le soir, et c'est là où ça interpelle le droit de propriété, toi, tu t'es enrichi de manière injuste, sans cause. Quel est l'effort que tu as fait pour devenir milliardaire, du matin au soir? Le matin, tu ne l'étais pas. Le soir, tu es devenu milliardaire. Tout simplement parce que l'État du Sénégal t'a donné en bail des hectares de terre que tu as morcelés et que tu as cédé le soir. Ça interpelle après le droit de propriété. Pourquoi? Parce que le Sénégal, d'abord en 2011, ensuite en 2017, a eu à dire que toutes les personnes titulaires d'un amphithéose, d'un signataire d'un bail amphithéotique et qui en font un usage d'habitation peuvent gratuitement demander qu'on leur transforme ça en droit de propriété. On assiste à un droit de contournement là. Ainsi, je me dis, et tout cela, les propriétaires illégitimes, l'enrichissement sans cause, crée un malaise au sein de la population. Nous le savons, et je pense que le professeur Fatou-Kiné Camara reviendra sur ça, le lien religieux qui existe entre l'Africain et la terre. Mais pensez à dit Kwasigan Clément Loa. Il y a cette sacralité-là entre l'Africain et la terre. Maintenant, ces Africains, ces Sénégalais vont être devant des propriétaires illégitimes, devant des gens qui s'enrichissent sans cause. Vous pensez que ça ne remplit pas les conditions d'un soulèvement, ce que nous sommes en train de vivre présentement dans certaines localités du pays? Par voie de conséquence, pour aujourd'hui, nous pensons que la propriété foncière privée, analysée à l'aune de la société, est un risque de sécurité pour le pays, parce que ça ouvre la porte au blanchiment de capitaux, mais aussi un risque pour la paix sociale au Sénégal.
Mais pour l'avenir, c'est beaucoup plus grave. Pour l'avenir, nous pensons que la propriété foncière privée est aussi un risque pour l'avenir. C'est un risque pour l'avenir pour la simple et bonne raison, parce que c'est le terrain d'un sacrifice de l'intérêt des générations futures. En quoi? D'une part, c'est un risque pour l'habitat de demain. D'autre part, c'est un risque pour l'environnement. C'est un risque pour l'habitat de demain, c'est aussi un risque pour l'environnement. La propriété foncière privée, pour moi, c'est la meilleure loi du Sénégal. La meilleure loi du Sénégal, malgré les critiques. La loi de 1964 prévoyait ce que l'on appelle des zones urbaines, des portions du domaine national servant de réserve temporaire qu'on allait retrouver à l'intérieur des communes pour leur accorder, pour leur servir de réservoir pour leur expansion. Dans la loi de 64, on prévoyait des terres du domaine national, des portions de terres du domaine national qu'on allait garder à l'intérieur des communes pour permettre à la commune, si elle veut s'agrandir demain, de pouvoir les immatriculer et accorder de l'habitat à ces populations, les zones urbaines. Rufisque 2, Almadies 2, tout ça là, c'est des zones urbaines. Bien, c'était des zones urbaines, des réserves temporaires prévues par la loi de 64 et qui aujourd'hui servent l'habitat. 64, aujourd'hui 2021. Aujourd'hui, pour preuve, à Dakar, pour avoir un lopin de terre, il faut aller là-bas. Ce qui a été pensé en 64. On assiste à quoi? Toutes les nouvelles communes créées ne l'ont pas été avec une constitution de zone urbaine. Toutes les nouvelles communes créées. On n'a pas renouvelé les zones urbaines dans les communes créées. On a juste accordé des droits de propriété pour ceux qui sont là, pour les présents, pour les vivants. Quelle ingratitude devant l'histoire. Nous, on a pensé à nous en 64. Nous, aujourd'hui, en 2021, aucun souci pour ceux-là qui viendront après nous. Pire que ça, les superficies qui sont accordées. Regardons les superficies qui sont accordées. Les faits sont là. Moi, je connais récemment une personne qui a eu 50 hectares là, vers Rufisque. 50 hectares de terre. Mon cher collègue, le Sénégal, c'est 196 712 km². Dans un pays de 196 712 km², plus de 16 millions d'habitants. Un accès à la terre accordé aux nationaux comme aux étrangers. Imaginez, on puisse accorder à quelqu'un, à une personne, un droit de propriété sur 225 hectares de terre. Ça s'est passé à Lengler, ici, à quelques kilomètres de Dakar. 225 hectares, c'est plus que Guédiawaye. Pour ceux-là qui ne comprennent pas. C'est plus que Guédiawaye. L'État même, toujours pour les générations futures, ce que je disais par rapport à l'État, lui qui est le garant de l'intérêt général. Récemment, j'ai demandé à mes collègues de droit public, finalement, que reste-t-il du domaine privé de l'État? Que reste-t-il du domaine privé de l'État? Personnellement, je ne le vois plus. Parce qu'avec la loi de 2017, puisqu'on permet une transformation des baux amphithéotiques en droit de propriété, à la longue, qu'est-ce qui va rester au domaine privé de l'État? Donc, nous sommes des gens du présent qui n'avons aucun souci pour les générations à venir, pour leur habitat de demain. Mais au-delà de leur habitat, leur environnement, pour notre propriété foncière privée d'aujourd'hui, l'environnement est celui qui est à sacrifier. La propriété foncière privée est un risque pour l'environnement. Je reviens encore sur la loi de 1964. À côté des zones urbaines qui devaient servir de réserve temporaire pour l'extension des communes, il y avait les zones terroirs, les zones pionnières et les zones classées. Les zones classées, la forêt, les parcs, les zones de pâturage. Ces zones devaient nous servir de poumons verts. Mais au-delà d'être des poumons verts, ces zones devaient permettre le développement de l'environnement, la protection de l'environnement et tout ça là.
En 93, le Code du domaine de l'État accorde à l'État le droit d'exploitation des forêts. En 98, on change le Code du domaine de l'État, le Code forestier pour renforcer les droits de l'État. Vous comme moi, nous savons aujourd'hui que combien de forêts sont déclassées. Là, 150 hectares à Guédiawaye, les filaos de Guédiawaye, 150 hectares. Ces filaos avaient pour vocation d'endiguer l'avancée de la mer. Allez à Guédiawaye et vous allez vous rendre compte s'il y a encore des filaos là-bas. L'État les fait sortir du domaine national, les immatricule pour en faire encore de la propriété foncière privée. Qui est derrière ce privé, je ne vais pas y revenir, c'est un débat politique, mais au moins pour en faire une propriété foncière privée. Pire encore, le Code du domaine de l'État subdivise son domaine en domaine public et en domaine privé. Le domaine privé est composé de meubles et d'immeubles ayant pour vocation de préserver l'intérêt général. L'État en est propriétaire, mais ne peut pas les céder. Un propriétaire qui n'a pas le droit de céder, parce qu'on lui a donné une propriété intéressant tout le monde. C'est le sous-sol, c'est l'espace aérien, c'est les voies publiques, mais c'est aussi le littoral. C'est aussi le littoral. Mais puisqu'il parle à l'État, qui est le dernier garant de l'intérêt général, le Code du domaine de l'État lui dit, je te permets cependant, si tu penses que c'est nécessaire, de pouvoir déclasser. Tant que c'est dans le domaine public, on ne touche pas, on ne vend pas, on utilise, on permet juste aux gens d'utiliser. Parce qu'il faut préserver l'intérêt général. Et ici, ce qui nous concerne, l'environnement, la mer, toutes ces histoires. Mais je te permets exceptionnellement de pouvoir déclasser. C'est-à-dire quoi? Tu fais sortir le bien du domaine public pour l'amener dans ton domaine privé afin de pouvoir lui donner des baux ou bien de le vendre. Tellement il a confiance en l'État, il lui dit, législateur de 76. Pour classer, il faut un arrêté du ministre, ça suffit. Un arrêté du ministre suffit pour classer un bien dans le domaine public. Le professeur Patrice parlerait de parallélisme. On viole le parallélisme des formes. Pour déclasser, il faut un décret. On classe par arrêté, on déclasse par décret. Pour montrer l'importance des biens qui sont dans le domaine public. Regardez le littoral. Combien d'hectares de terre déclassés? Parce que beaucoup de Sénégalais nous disent, oui, on est interdit de construire. Oui, on est interdit, si c'est encore dans le domaine public. Mais on permet de déclasser. Et beaucoup de maisons, beaucoup d'infrastructures que l'on a sur notre littoral, c'est parce que l'État du Sénégal a déclassé, a incorporé dans son domaine privé et a vendu, bien a donné en bail. Et entre vendu et donné en bail, contournement de la loi pour favoriser la propriété foncière privée. Pour que l'État vende à un particulier, on lui dit qu'il te faut une autorisation de l'Assemblée nationale. Mais pour que l'État donne un bail, c'est sa liberté. Que fait l'État? L'État nous dit, je donne un bail, je ne vends pas. Donc, je n'ai pas besoin d'une autorisation de l'Assemblée nationale. Parce que je ne transfère pas un droit de propriété. Mais dans la même occasion, c'est l'État lui-même qui a fait voter à l'Assemblée nationale la loi de 2017 pour dire que si je te donne un bail amphithéotique, tu en fais un usage d'habitation, va à la DGID, on te transforme ça gratuitement en droit de propriété. Une voie de contournement encore pour favoriser la propriété foncière privée au détriment de qui? Messieurs, dames, entre autres raisons qui me font conclure que oui, la propriété foncière privée est vraiment protégée au Sénégal, mais c'est au regard purement d'une inspiration individualiste du droit. Analysé à l'aune de la société sénégalaise dans sa globalité, c'est un risque pour aujourd'hui et pour demain. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, chers collègues. Si on écoutait le professeur Abdouahab Ndiaye, sans l'entendre parler, on allait dire qu'il était en train de faire un plaidoyer, plus qu'un plaidoyer qu'un guide. Mais si on écoute et qu'on l'entend réellement, donc il a posé des questions qui sont purement juridiques. Donc il nous a montré que, d'abord pour l'évacuer, il montrait que la protection du propriétaire, ça ne pose pas de problème, parce que c'est garanti par la Constitution et
il y a les textes législatifs qui viennent en appoint pour mettre en œuvre cette protection-là. Donc pour lui, fondamentalement, s'il y a un risque, le point d'interrogation qu'il a posé, c'est surtout par rapport maintenant au vécu, c'est-à-dire à la réalité. Parce que le droit, bon, c'est ça, il y a le vécu, il y a la technique, les règles et il y a la théorie, n'est-ce pas? Donc le droit doit avoir un cul sur le vécu. Alors, donc il a remarqué pour ce faire qu'il y a un double risque, un risque, disons, qui est présent et un risque donc pour l'avenir. Et par rapport au risque présent, il nous dit qu'il y a un problème déjà d'une part de sécurité. Sécurité dans la mesure où qui peut être propriétaire, n'est-ce pas? Il n'y a aucune discrimination. Donc, celui qui vient d'ici ou d'ailleurs, peu importe, dès lors qu'il a les moyens d'acquérir, il peut acquérir donc des droits fonciers. Et l'autre chose également, surtout avec le passage de la loi de 77 à celle de 2013, 77 qui donc j'ai une autorisation lorsque la transaction donc était d'une certaine valeur, de quoi 10 millions de plus de 10 millions de francs, donc il fallait une autorisation administrative. Et maintenant pour respecter les exigences, parce que les rapports du business, on le donnait à ce décret, mais maintenant ça pose problème, donc on a abandonné. Maintenant, pour réduire les délais de procédure, donc l'État a dû penser qu'il fallait supprimer cette autorisation. Et ça nous permettait de gagner des jours. Et puis maintenant, ça, je crois que Patrice va revenir là-dessus, surtout par rapport aux relations qu'entretiennent la terre et l'investissement. Alors, spécial également, parce qu'il estime que même si légalement on peut être propriétaire, la conception qu'on a de la terre, donc particulièrement nos populations, donc il y aurait ce qu'on pourrait appeler des propriétaires illégitimes, n'est-ce pas? Dans la mesure où, et l'expérience l'a montré, il arrive souvent que l'État déclasse des terres de domaine national pour les affecter à des particuliers sous forme de baux, et ces baux-là évoluent vers, même en l'absence même de cette loi-là qui transformait les baux en titres fonciers, même si c'est un simple bail, même sans cette loi-là, les gens parvenaient à transformer le baux en titre foncier. Donc il y a ça, et puis il y a un problème qui est sous-jacent également, c'est le fait qu'il y a des gens, ça a permis d'enrichir beaucoup de personnes, sans aller dans le blanchiment d'argent, parce que maintenant, il suffit simplement que l'État me donne, par exemple, 3 hectares au niveau de l'aéroport de Léopold Sédar Senghor, et puis maintenant, je vais morceler et je vais vendre, et puis je vais avoir beaucoup d'argent. Les 200 mètres carrés à l'aéroport, c'est 80 millions. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a beaucoup qui se sont enrichis comme ça. Les gens ont pensé que c'était du détournement de deniers, alors que ce n'était pas le cas. Alors, risque pour l'avenir, oui, par rapport à l'habitat de demain d'abord, dans la mesure où il n'y a plus de zones urbaines avec la communalisation, avec la création de nouvelles communes. Et donc, d'ailleurs, à Wakam, les bouts, ils souffrent de ça. Beaucoup de terres ont été déjà acquises. Maintenant, et puis également, donc l'envergure des superficies qui sont accordées également, ça pose problème. Même si peut-être l'État derrière pense que maintenant, ces gens-là, ce sont des investisseurs. Parce qu'il y a fatalement des gens qui pensent que maintenant, reconnaître des terres à des paysans parfois qui ne peuvent pas mettre en valeur, il faut donner à des gens qui peuvent mettre en valeur. Alors, l'autre risque maintenant, ce sont les risques environnementaux. Et ça, c'est une réalité. Les forêts classées qui sont déclassées, n'est-ce pas? Il parle de l'exemple de Guédiawaye, mais il y en a aussi à Mbao, etc. et autres, n'est-ce pas? Il y a beaucoup
Et même à Thiès, je crois, il y a une partie qui... Et puis également, il y a le littoral, le domaine public maritime, qui normalement ne doit pas être, mais on se rend compte qu'il reste peu de choses. Et d'ailleurs, même les gens se sont inquiétés ces derniers jours parce qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits, mais semble-t-il, les gens ont rassuré en disant qu'il y a un projet d'aménagement d'espace urbain de terre en ville, en Bernard, jusqu'à la mosquée de la divinité. Alors, donc, félicitations, chers collègues. Je ne sais pas si j'ai bien... Maintenant, je pense qu'on va donner la parole. Voilà. Donc, notre collègue qui est en ligne, le docteur Al-Husseini Diabaté, donc qui va nous parler, donc il a modifié un peu, je crois, son sujet. La propriété foncière collective, un droit gênant, l'exemple du Mali. Bienvenue, chers collègues, et si vous êtes prêts, vous avez la parole. Est-ce qu'il nous entend? Ah oui, hein? Non, on n'a pas de retour de son. Vous avez ouvert votre micro? Est-ce que vous avez ouvert votre micro? Vous nous entendez? Ouais. Oui, oui. Tout bien. Oui, on vous entend. On vous entend. Vous avez la parole. Mais on vous entend. Vous pouvez dérouler. Alors, vous pouvez parler. On vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend bien. Moi, je ne vous entends pas. Donc, parlez, parlez. Moi, je n'entends pas de son. Vous pouvez parler. Mais on est là pour vous écouter. Vous l'envoyez un message, vous pouvez avoir deux micros activés à la fois. Il ne peut pas y avoir deux micros. Ah, donc c'est le seul micro. J'entendais juste C'est lui qui nous a désactivé à distance. Ah oui. Il a désactivé? Oui. À distance. Qu'est-ce qu'il a désactivé? Non, le son pour vous, quoi. Comme c'est sur Zoom. Apparemment, tu nous as désactivé. Mais il peut parler, il peut parler. Nous, on l'entend. Oui, mais nous, on t'entend très bien. C'est bon, sinon nous tu peux y aller, tu peux y aller. Voilà, si vous m'entendez, vous, c'est l'essentiel. Après, vous m'entendez bien. Très bien, on t'entend très bien. Bon, nous allons faire avec les aléas de la technique. En tout cas, merci bien, merci modérateur, merci à nos utilisateurs qui sont passés dans les aléas de la technique. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver, de retrouver aussi le professeur Miguel, de retrouver le professeur Kamara, le professeur Miguel. Voilà. Et donc, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, moi, ma communication m'a porté sur le thème la propriété foncière collective et un droit gérant, l'exemple climatique. C'est intitulé volontairement provocateur et inspiré par une disposition du 903. C'est la loi du 11 avril 2017 portant sur le foncier agricole. Précisément, l'article 4 de cette loi. L'article 4 de cette loi énonce que le régime foncier agricole au Mali comprend 4 régimes. Le régime des terres agricoles de l'État, celui des terres agricoles des collectivités territoriales, le régime des terres agricoles des communautés rurales
si l'on observe ces 4 régimes, les 3 autres, si l'on prend les régimes de terres agricoles de l'État, celui des terres agricoles des collectivités et celui des terres agricoles des particuliers, ça n'a rien de particulier parce que dans tous les systèmes juridiques. Par contre, il y a un 4e régime qui semble être une originalité et même une philosophie juridique au regard de ces formats dans les autres pays. Et aussi, au regard du système juridique que nous avons hérité des droits civiques français. C'est le régime des terres agricoles des communautés rurales. C'est une originalité et même une curiosité juridique. Alors, quel recouvre ces régimes, ces 4e régime? Celui des terres agricoles des communautés rurales. L'article 12, alinéa 2 de la loi malienne de 2017 nous dit que les terres agricoles des communautés rurales, ce sont toutes les terres des communautés liées aux droits fonciers coutumiers, les espaces vitaux villageois et les terres agricoles familiales. Voilà le contenu de ce régime-là, les terres agricoles des communautés rurales. C'est une véritable originalité parce que le législateur malien, en instituant ces 4e régimes, en fait, crée une 3e catégorie de personnes, la communauté rurale, dotée de la personnalité juridique. Et si on regarde les sujets, au regard de l'article 12 alinéa 2, ça renvoie au village, à la famille et même au début. C'est cette forme de propriété, on peut la qualifier d'une propriété foncière privée collective, puisqu'elle est distincte de la propriété publique. Parce que la loi nous dit que la propriété publique, ce sont les terres agricoles de l'État et les collectivités territoriales. Voilà ce qui constitue un peu la propriété publique. Si l'on prend aussi la propriété privée individuelle, il ne s'agit pas de propriété privée individuelle, puisque au regard de la loi, la propriété privée individuelle elle est constituée de terres agricoles de particuliers. Particuliers, personnes physiques et personnes morales. Et donc, le législateur malien crée une nouvelle catégorie de personnes juridiques dotées d'une personnalité juridique à laquelle il attribue des droits civiques. On peut faire 2 constats. Le premier constat est que le législateur malien, en créant cette nouvelle catégorie de propriété foncière privée collective, en réalité, il s'inspire de la propriété collective du système néo-africain qui fait de la terre un bien de la collectivité. La collectivité familiale, la collectivité villageoise, la collectivité urbaine, et qui ne reconnaît aux individus composant cette collectivité que les droits d'usage sur la terre. Premier constat. Deuxième constat, on se rend compte que le législateur malien fait de Paris de redonner vie à une figure de propriété qui a été longtemps contestée, mais aussi marginalisée. Contestée, nous allons le voir. Parce que cette forme de collectivité, cette forme de propriété, qui donne une personnalité juridique à une catégorie pour laquelle nous, en tout cas dans notre droit, on a toujours du mal à lui reconnaître la personnalité juridique, le législateur malien, d'emblée, lui donne cette personnalité juridique. Contesté et marginalisé par le droit civil français, parce que le droit civil français, en réalité, cette forme de propriété, avant l'arrivée du législateur colonial français, elle existait à nous. Mais le droit civil français va marginaliser cette forme de propriété privée collective à tel point qu'elle soit effacée de la mémoire juridique. Ces 2 constats nous amènent à 2 points. La propriété foncière collective, une figure contestée. La propriété foncière collective, une figure qui renaît de ses cendres. Vous l'avez compris, ce sont là les 2 axes de la population. Donc, premier axe, la propriété foncière collective, une figure contestée. En réalité, si l'on observe l'histoire de notre droit, on se rend compte que cette forme de propriété a été contestée d'abord par l'héritage du Code civil français, mais ensuite, mais également, j'allais dire, par la doctrine attachée au
certain nombre de points qui vont vraiment à l'encontre de cette figure de propriété. On pense, dans un premier temps, à la théorie des terres vacantes de 100 mètres. Cette théorie qui, historiquement, ce sont les articles 539 et 713 du Code civil français qui nous ont indiqué ça, puisque toutes les terres qui ne sont pas effectivement exploitées, qui ne sont pas effectivement occupées, qui n'ont pas fait l'objet d'une immatriculation, sont considérées comme étant des terres vacantes de 100 mètres. Donc on dénie pratiquement une certaine forme de propriété aux personnes qui, de façon traditionnelle, occupent ces terres. Un autre principe, c'est le principe dominant de l'État, c'est les terres binaires non avisées. Toutes les terres qui ne sont pas enregistrées, qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'enregistrement, n'est-ce pas, conduisant à un titre foncier, sont considérées comme étant des terres qui n'ont pas de propriétaire, pas au sens du droit civil, dans l'esprit du droit civil. Un troisième point, c'est le principe de la mise en valeur. Un principe qui nous a été dédié par le législateur colonial. Un principe qui signifie que lorsqu'il est terre, il est occupé par une personne et que la personne n'exploite pas et ne met pas sa terre en valeur, effectivement la terre de mise en valeur. Le principe de mise en valeur. Voilà un certain nombre de principes que nous avons hérités du droit civil français qui vont aller à l'encontre vraiment de cette idée, de cette conception traditionnelle africaine de propriété collective. Un autre point, c'est la question du titre foncier. Titre foncier qui, bon, c'est les décrets du 26 juillet 1938 portant l'organisation du régime foncier de la propriété collective dans la communauté française, qui va instituer ce régime et puis après, qui va être réglé par toutes les dispositions jusqu'à nous. Principes selon lesquels c'est des titres fonciers dont un droit de propriété définitif et inéluctable. Alors, si on n'a pas un titre foncier, on considère être dans une situation de. Donc, les formes de propriété collective traditionnelles, n'étant pas consacrées par les titres fonciers, ne sont pas une propriété pour égard cet héritage du droit civil français. Première chose, n'est-ce pas, qui va dans les sens qui contestent vraiment cette forme de propriété. L'autre chose, c'est la doctrine africaine. C'est la doctrine, plus précisément, des auteurs qui sont attachés aux principes généraux du droit civil. Il y a un auteur, c'est M. Guy Marengo, c'est un Belge, déjà en 1947. En 1947, c'était opposé à l'idée d'une forme de propriété foncière collective telle qu'on la conçoit traditionnellement en Afrique. C'est-à-dire que dire qu'une famille, un village, une tribu peut être propriétaire. Pour lui, cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible parce que ça n'entre pas dans les schémas classiques du droit civil. Et cette contestation, cette vision de cet auteur-là, malheureusement, après, nous constatons qu'elle continue. Et nous, auteurs africains, nous sommes encore dans ça. Si l'on prend par exemple le cas du Sénégal, on voit bien toute la controverse doctrinale qu'il y a sur la question du domaine national, la question de la personnalité au moral de l'État. N'est-ce pas? Il y a toute cette doctrine qui a été faite depuis le Constitution jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'auteurs et jusqu'à présent, on sent qu'il y a cette discussion, elle est là, et puis il y a cette méfiance, cette certaine réticence à cette idée qu'une communauté, comme un village, comme une famille, comme une tribu, puisse avoir une personnalité lui permettant d'être titulaire d'un droit subjectif comme la propriété. Et en réalité, si l'on observe, cela est parti d'un principe du droit civil français. Principe selon lequel la propriété est un droit subjectif. Et la propriété étant un droit subjectif, pour être titulaire de ces droits, il faut avoir la personnalité. Et donc, il faut être un sujet de droit. Si on n'est pas un sujet de droit, on ne peut pas du tout être, n'est-ce pas, titulaire d'un droit. Et si l'on regarde les différentes catégories qui sont instituées par le droit civil français,